Il les supplie. Ne faites pas de mal à mon père. Ne lui faites pas de mal. L'un des deux dit à l'autre « J'en ai tué un, à toi maintenant ». Je vois mon père allongé sur le ventre, couvert de sang. La panique s'empare d'une petite ville de l'Alabama quand les enquêteurs découvrent que les tueurs ont une liste de cibles. Ces individus allaient continuer jusqu'à ce qu'on les arrête. Ils l'ont abattu d'une balle dans la tête et ils l'ont jeté dans un trou. C'est l'affaire la plus sordide que j'ai jamais traitée. Pour Vanity Fair, le journaliste Buzz Bissinger a mené l'enquête. Son récit a été publié dans les pages du magazine sous le titre « Enterré vivant ». Le voici en images. C'était une matinée normale à Opelika. On a tous des journées classiques. Mais il est rapidement apparu que cette journée n'allait être normale pour personne. On est le 30 janvier au matin. Les enfants vont à l'école, je pars au travail. Et tous les matins, en partant au travail, à 8 heures, j'appelais ma mère. Je lui demandais ce qu'elle faisait. Et elle me répondait toujours la même chose. Je bois mon café et toi? Katrina appelle. Pas de réponse. Hey, it's me. I'm just worried about y'all. I haven't heard from you at all. Please call me when you get in. Talk to you later. Bye. Elle rappelle. Pas de réponse. Elle trouve ça étrange. Vers midi, elle commence à stresser et à s'inquiéter. Elle a le sentiment qu'il s'est passé quelque chose de grave. Où sont-ils? Pourquoi est-ce qu'ils n'appellent pas? La journée avance, toujours pas de réponse. Je me dis que je dois aller sur place. Je demande à mon patron si je peux me rendre chez mes parents. Je pars. C'était à 10 minutes de route. Et tout le long du trajet, j'avais un sentiment étrange. Quelque chose n'allait pas. Elle a la boule au ventre. Et plus elle approche, plus l'angoisse grandit. En arrivant, je constate que toutes les voitures sont là. Et je comprends tout de suite que quelque chose ne va pas. Je découvre alors que la porte arrière a été forcée. Elle était entrouverte et fracturée au niveau du montant et de la poignée. J'entre dans la cuisine, je regarde dans le salon et je vois mon père allongé sur le ventre. Le t-shirt couvert de sang. Je me mets à crier « Papa, papa !» Il ne bouge pas. Elle sait à ce moment-là qu'il est mort. Je me précipite alors dans le couloir en appelant ma mère. Je regarde dans sa chambre et je la vois allongée au pied du lit. Je ne l'appelle pas. Je sais qu'elle est morte. Je vais chercher le téléphone. Je décroche. Pas de tonalité. Je raccroche et je pars à la recherche d'un téléphone. Katrina sort en trombe et se rend en voiture chez le voisin le plus proche. Je me souviens simplement être entrée et avoir dit « On a tué mes parents. Appelez les urgences. » Et je me suis évanouie. Thurman Ratliff présentait une blessure par balle à la main.
ainsi que dans le bas du dos. Et il avait reçu une balle dans la tête. Catherine Ratcliffe présentait également plusieurs blessures par balle. Elle avait été touchée, elle aussi, à la main, ainsi qu'à l'épaule, et avait reçu une balle mortelle dans la tête. Pour les enquêteurs, il n'y a aucun doute. Thurman Ratcliffe, 68 ans, et sa femme Catherine, 62 ans, ont été torturés. De toute évidence, les agresseurs étaient à la recherche d'objets de valeur. L'échelle du grenier avait été déployée. Les conduits d'aération avaient été fouillés, ainsi que tous les meubles. Je ne sais pas exactement quelle somme d'argent mes parents conservaient chez eux, mais je sais qu'ils avaient beaucoup de liquide. On a découvert de l'argent dans la salle de bain, caché dans une petite boîte métallique. Environ 87 000 $ en liquide que les agresseurs n'ont pas trouvé. Ceux qui ont fait ça cherchaient de l'argent. Ces individus étaient le mal incarné. Qui est-ce que ça pouvait être? On était à Opelika. Ces choses-là n'arrivent jamais dans cette ville. Mon père était un des travailleurs les plus acharnés que j'ai connus. Il était vendeur indépendant dans le secteur de l'outillage. Il se déplaçait chez les garagistes et les concessionnaires et vendait des outils aux mécaniciens dans des ateliers. Ma mère aussi travaillait très dur. Elle avait tenu un restaurant quelques années. Ça lui avait bien plu. Elle avait un diplôme d'esthéticienne et elle coiffait les femmes âgées. Elle coupait parfois les cheveux de mon petit ami. Elle aimait bien ça. Les Ratcliffe n'avaient pas d'ennemis connus. Leurs voisins se demandent qui aurait bien pu en vouloir à ce couple adorable. Les enquêteurs passent les indices au crible. Tout ce qu'a pu nous dire la police scientifique au début, c'est qu'une arme de 9 mm avait servi au crime. Il apparaissait également qu'une deuxième arme avait été utilisée, ce qui suggérait qu'il y avait eu plusieurs agresseurs. Pendant l'enquête, en ratissant les extérieurs, on a découvert que quelqu'un avait traversé une partie de la propriété jusqu'à une clôture. Les empreintes nous ont conduits à un endroit situé à l'écart du domicile des victimes. Ces empreintes mènent à un petit chemin où ils découvrent des traces de pneus. Ce qui signifie qu'une autre personne est impliquée. Le fait qu'il y ait plusieurs agresseurs et plusieurs victimes nous inquiétait particulièrement. Les gens étaient terrifiés. Ça pouvait être n'importe qui à Opelika. C'était des personnes qui les connaissaient parce que la maison était sans dessus-dessous. Ils cherchaient quelque chose. Mais à part ça, aucune piste. J'ai commencé à réfléchir. Est-ce que c'était un des hommes que mon père avait embauché pour l'entretien de la maison? Je n'en avais aucune idée. Je ne voyais pas qui aurait pu faire ça. On a consulté les dossiers des délinquants violents arrêtés peu de temps avant pour voir s'ils avaient un lien avec la ville. Et j'ai commencé à soupçonner mon ex-mari. C'était quelqu'un de très violent. J'ai vécu l'horreur avec lui. Katrina nous a révélé que son ex-mari avait menacé Thurman et Catherine. On savait tous qu'il était violent et capable de tout.
Le 30 janvier 2002, Katrina Ryan découvre les corps de ses parents, torturés et assassinés à leur domicile d'Opelika dans l'Alabama. Les enquêteurs n'ont aucun suspect, jusqu'à ce qu'ils apprennent ce que l'ex-mari de Katrina, Norman Herbert, lui a fait plus de 10 ans auparavant. Je l'avais quitté. Je partais du travail, je traversais le parking et il a surgi d'un coup. Il avait un couteau. Il m'a poussé dans la voiture, il m'a menacé avec le couteau et m'a dit « Démarre ». Il était complètement saoul. On s'est rendu dans un endroit très reculé. Il m'a attaché. Il m'a battu et violé pendant plusieurs heures. Et il a fini par me détacher et il m'a simplement dit « Fiche le camp d'ici, va-t'en ». Et je suis partie. Les clés étaient dans la voiture. J'ai couru jusqu'à la voiture et je me suis enfuie. J'ai eu très peur. Katrina se précipite au commissariat pour signaler l'agression. Les enquêteurs partent à la recherche de son ex-mari. Il appelait mes parents et leur disait toutes sortes de choses. Qu'il allait nous tuer tous les trois. Il est resté en cavale une quinzaine de jours avant d'être capturé. L'ex-mari de Katrina est arrêté et mis en examen pour viol et enlèvement. Il plaide coupable pour l'enlèvement et l'accusation de viol est retirée. L'ex-mari de Katrina était potentiellement en prison, mais elle n'en était pas sûre. Alors on a immédiatement exploré cette piste. Cet homme avait un passé violent, mais quand la police l'a retrouvé, il avait un alibi en béton. Il était en prison. Il était impossible qu'il ait commis ces crimes. À ce stade-là, nous n'avions pas d'autres suspects, mais l'enquête continuait. Toute la ville ne parlait que de ce crime. Je n'avais jamais vu ça. Personne ne savait vraiment pourquoi ces gens avaient été assassinés chez eux. 2 semaines passent et la police n'a toujours aucun suspect. L'effroyable meurtre d'Opelika fait encore la une de l'actualité. Ce soir-là, Butch Boyer, 54 ans, se trouve chez lui avec son fils Brett, 12 ans. Butch est assis à la table de la cuisine, il remplit des papiers, il a préparé les vêtements de Brett pour le lendemain. Je connaissais Butch depuis une bonne vingtaine d'années. C'était un excellent père. J'étais convaincu qu'il faisait tout son possible pour élever Brett correctement, bien qu'il soit père célibataire. Butch travaillait beaucoup. Il avait une concession de voitures d'occasion, ça marchait bien. Il voulait que son fils ne manque de rien. Ils habitaient une très belle maison. Il l'avait mis dans une école privée. Il était prêt à tout pour lui. On est dimanche soir. Il est 10 heures. C'est le moment de se préparer pour lundi. Tout d'un coup, on frappe à la porte. À 10 heures du soir. Bizarre. C'est une heure tardive pour frapper chez quelqu'un. Il se méfie un peu, mais il va ouvrir. C'est la police, avec un mandat de perquisition. 2 hommes sont là, avec leurs insignes et un mandat. Ils disent à Butch qu'il est en état d'arrestation pour possession de drogue. Ils entrent, ils font le tour de la maison, lui posent des questions, fouillent les pièces. Butch soutient qu'il s'agit d'une erreur. Il n'y a pas de drogue chez lui. Mais les 2 hommes l'arrêtent. Ils le menottent dans la maison, l'emmènent jusqu'à la voiture, et là, il leur dit « Qu'est-ce qu'on fait de mon fils? Il est à l'intérieur. »
Après avoir menotté M. Boyer, ils vont chercher Brett, le menottent lui aussi et les emmènent dans ce qui ressemble à une voiture de police banalisée. Butch m'a confié que quand ils ont passé le commissariat, il a compris que quelque chose n'allait pas. Et à ce moment-là, il a commencé à s'inquiéter pour son fils. Ils ont emmené Butch et Brett dans un coin isolé du comté, la zone de Seal, où la route 431 était en construction à l'époque. La 4 voies était tracée mais pas goudronnée, et ce tronçon était extrêmement sombre. C'est là qu'ils ont eu une conversation avec Butch à propos d'un coffre contenant $100 000 qu'il aurait eu chez lui. Monsieur Boyer répond à ses ravisseurs qu'il n'a pas ces $100 000, mais qu'il a bien du liquide et qu'il le leur donnera s'ils ne lui font aucun mal, à lui et à son fils. Alors il remonte dans la voiture, retourne à la maison et il leur montre l'endroit où il cache son argent. Butch Boyer conduit les deux hommes à un placard dans sa chambre. À l'intérieur, il trouve une boîte contenant plus de $40 000 en espèces. Il lui demande s'il a de l'argent caché à d'autres endroits. Il leur répond que non, ils insistent, ils sont sûrs qu'il en a plus. Ils trouvent un revolver de calibre 38. Il appartient à la femme de ménage. Ils le prennent. Ils ont Butch, ils ont son fils Brett. Alors, ils retournent là où ils étaient, sur la route 431. Il fait nuit noire et il n'espère plus qu'une seule chose, c'est qu'il n'ait ne serait-ce qu'une pointe de compassion et qu'ils épargnent son fils. Butch et Brett descendent du véhicule, toujours menottés. Butch les supplie de relâcher son fils. Il leur promet de trouver de l'argent, d'aller en retirer à la banque dès l'ouverture. Il est prêt à faire tout ce qui est en son pouvoir pour sauver son fils. Alors qu'il supplie ses ravisseurs, Butch découvre avec horreur que les deux hommes ont déjà creusé une tombe. Ils emmènent Butch un peu à l'écart et lui tranchent la gorge, sur toute la largeur, avec un couteau, pour le tuer. Après lui avoir tranché la gorge, un des deux individus monte sur le dos de Butch et lui dit de dormir. Il est allongé par terre, la gorge en sang. Le petit Brett les supplie. Ne faites pas de mal à mon père. Il crie, ne lui faites pas de mal. Il vient de voir son père se faire trancher la gorge. Celui qui a tranché la gorge de Butch dit à l'autre, « J'en ai tué un, à toi maintenant. » Le deuxième individu se saisit du revolver qu'il a pris chez Butch et tire une balle dans la tête de Brett. Brett ne succombe pas à la blessure initiale. Il n'est pas mort sur le coup. Il a souffert un certain temps. Après lui avoir tiré dans la tête, il dit « Le petit enfoiré ne veut pas mourir », comme si c'était la faute de Brett. Et il tire une deuxième fois. Après avoir tué Brett, il le jette dans la tombe. Ils tranchent la gorge de Butch Boyer une deuxième fois. Puis le font rouler dans la tombe, au-dessus du corps de son fils, et jettent le revolver. Il les recouvre de chaux et les enterre. Et comme pour plonger encore plus dans l'horreur, il se trouve que Butch n'est pas mort. Par une froide nuit de février 2002, Butch Boyer, père célibataire de 54 ans, et son fils Brett, 12 ans, sont enlevés de leur domicile de Phoenix City dans l'Alabama par deux faux agents des stupes.
Après lui avoir volé de l'argent, les deux hommes lui tranchent la gorge, abattent son fils d'une balle dans la tête et enterrent leur corps dans une tombe creusée sur un chantier. Mais Butch Boyer n'est pas mort. Butch a survécu à une coupure sur toute la largeur de la gorge. Butch Boyer est égorgé 2 fois avant d'être placé et enterré dans la tombe avec son fils Brett. Elle est peu profonde et il peut encore respirer. Il retient sa respiration du mieux qu'il peut jusqu'au départ des 2 hommes. Il est recouvert de chaux et de terre, mais il les entend démarrer. Butch est dans la tombe et il est toujours vivant. Il a la gorge tranchée et il essaie de se déterrer. Il sort son fils de la tombe. Il refuse de croire qu'il est mort. Il tente de le ranimer. Il fait tout son possible pour essayer de le sauver. Quand il finit par comprendre que son fils est mort, il se dirige vers la chaussée. Dans la nuit noire, le corps couvert de sang séché et de terre, Butch Boyer se traîne à travers les broussailles. Il rampe jusqu'à la route. C'est l'un des actes de courage et les plus incroyables que j'ai jamais vus. Un automobiliste s'arrête en voyant Butch et se demande ce qui a bien pu lui arriver. 911, what's your emergency? I got a guy standing on the side of the road, and he's bleeding really bad, and they said he's dead, and they said somebody killed his son. J'étais ici quand j'ai reçu l'appel. Les urgences m'ont informé qu'il y avait un blessé. Dès que j'ai vu les phares du véhicule, j'ai activé ma caméra. 1017, stand by for 1012. On voyait sa pomme d'Adam et ses veines. Sa gorge tombait sur sa poitrine. Il y avait de la terre partout, même sur sa plaie. No bullshit. I got a man, his throat's been cut to hell. He said his son's been shot 3 times and he was buried and dug himself out. This is a bad one. Quelques minutes plus tard, une ambulance arrive. Il est monté dans l'ambulance, mais il refusait de partir tant qu'on n'avait pas retrouvé son fils. L'officier Powell a fouillé les alentours et trouvé le corps de Brett Boyer. On a tout de suite vérifié s'il était vivant. On a mesuré son activité cardiaque et tout était plat. Le premier intervenant dit à Butch, « Si vous mourrez, on ne retrouvera jamais ces personnes. » Et ça fait son effet. Il nous dit qu'ils ont une Crown Victoria blanche aux vitres teintées et nous donne l'année approximative du véhicule. Monsieur Boyer informe également le policier que les 2 individus lui ont pris ses clés. Je demande à la police de Phoenix City d'envoyer une équipe au domicile de la victime. Et au bout d'une demi-heure de surveillance, peut-être moins, on voit une Crown Victoria qui correspond au signalement que Butch nous a donné. Ils la suivent et arrêtent son conducteur, un certain Michael Carouf. Michael Carouf, garant de caution judiciaire de 43 ans, est inconnu de la justice. On m'annonce qu'un homme a été arrêté. Michael Carouf a une grosse somme d'argent dans ses poches. Il a aussi des clés et il semble y avoir du sang sur ses chaussures et son pantalon. Il est placé en détention au commissariat du comté de Russell. Son véhicule est saisi et fouillé. On découvre alors de nombreux éléments de preuve. Des menottes, des chaînes, des casquettes d'agents des stupes. Carouf est extrêmement froid. Il ne laisse paraître aucune émotion. Il n'avoue rien.
Quand il est arrêté, Carouf pense sûrement avoir un atout majeur, car il ne coopère pas. Il nie toute implication, ce qui est absurde, vu qu'il est arrêté près de la maison dans une Crown Victoria. Mais il pense qu'il n'y a pas de témoins. Qui les aurait vus? Michael Carouf change d'attitude à un moment précis quand l'un des policiers lui dit « Michael, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous ». Il le regarde et le policier lui dit « Butch Boyer est vivant ». Et aussitôt, le visage de Michael Carouf devient livide. Carouf est acculé. Il sait que malgré tout ce qu'il lui a fait subir, Butch est vivant. Il ne peut donc plus nier les faits. Butch Boyer aggrave le cas de Michael Carouf en fournissant aux enquêteurs un autre renseignement clé. Monsieur Boyer nous a confié qu'il connaissait l'un des individus. Il avait reconnu l'un de ses agresseurs et nous a donné son nom. Il s'appelait Jimmy Brooks Jr. Jimmy Lee Brooks avait des antécédents de petite délinquance. Son père était chargé de saisir les véhicules non payés. Butch Boyer vendait des voitures d'occasion. Il avait fait appel à lui pour saisir des véhicules. Et Junior avait accompagné son père et l'avait aidé à faire des saisies pour Butch Boyer. Moins de 12 heures après l'enlèvement et le meurtre, la police du comté de Russell arrête Jimmy Brooks Jr. Quand les policiers arrivent au domicile de Jimmy Brooks, ils découvrent un tas de cendres derrière la maison. On pense qu'il s'agit des vêtements qu'il portait le jour du meurtre. Jimmy Brooks Jr. est placé en détention. On fouille le domicile et on trouve une grosse somme d'argent liquide, probablement volée la veille à M. Boyer. Il trouve aussi de la marijuana et il a l'esprit tellement tordu qu'il craint que sa petite amie ne soit impliquée. Alors il passe aux aveux. Lors de ses aveux, Brooks raconte aux policiers que Carouf a versé une caution de 35 000 $ pour le libérer de prison 6 mois plus tôt. Jimmy Brooks était donc redevable à Carouf. Il était obligé de lui obéir. À un certain moment, Jimmy Brooks n'était plus en mesure de rembourser la société de cautionnement. Michael Carouf lui a donc proposé de travailler pour lui. Jimmy Lee Brooks a dit à Michael Carouf que Butch Boyer avait 100 000 $ dans un coffre. Il l'avait vu lorsqu'il était allé chez Butch avec son père. Brooks et Carouf projetaient de mettre en place un système de culture hydroponique de marijuana. Ils avaient donc besoin d'argent pour ce projet. Brooks raconte pendant ses aveux qu'il comptait abandonner Butch et son fils sur le chantier. Ça ne tient pas debout. Ils avaient creusé une tombe et acheté de la chaux. Ils avaient prévu de les exécuter. Michael Carouf a emmené Butch à l'écart. Il l'a fait s'agenouiller et lui a tranché la gorge. Puis il est revenu et a dit à Brooks « J'en ai tué un, à toi de tuer l'autre ». C'est à ce moment-là que Brooks a tiré sur Brett. Jimmy Lee est lancé. Il ajoute « J'ai autre chose à vous dire ». Il nous dit « Je sais aussi des choses à propos d'une autre affaire qui a eu lieu dans le comté de Lee. Vous vous souvenez du meurtre d'un couple de personnes âgées à Opelika? Je connais le coupable. » La police du comté de Russell arrête 2 hommes pour le meurtre de Brett Boyer, 12 ans, et pour tentative de meurtre sur son père Butch. Michael Carouf et Jimmy Lee Brooks Jr. Brooks reconnaît avoir abattu Brett. Carouf, lui, prétend n'avoir blessé personne. Mais Jimmy Lee Brooks Jr. n'a pas fini de parler.
Lors de son interrogatoire, Brooks relate tous les faits en détail. Il raconte comment Carouf a tranché la gorge de Butch et comment Brooks a abattu Brett. Et à la fin, il avoue le meurtre des Ratliff dans le comté de Lee. Brooks déclare aux enquêteurs que c'est Michael Carouf qui a planifié le cambriolage des Ratliff. On a découvert plus tard qu'ils avaient une liste d'habitants de la région qui, selon eux, gardaient chez eux de grosses sommes d'argent. Boyer y figurait et les Ratliff aussi. D'après la rumeur, ils avaient beaucoup de liquide. Jimmy Lee Brooks avait travaillé pour le fils des Ratliff. Et à cette occasion, il avait appris qu'ils gardaient vraisemblablement beaucoup d'argent chez eux. Brooks fait un autre aveu. Un troisième homme est impliqué dans l'affaire. Brooks cite un troisième homme qui aurait participé au meurtre des Ratliff. Il s'appelle James Gary. Les enquêteurs découvrent vite que James Gary, 28 ans, originaire de l'Alabama, est déjà incarcéré dans la prison du comté de Russell pour trafic de drogue. Le 19 février au matin, le commissaire Van Jackson interroge James Gary. Il affirme avoir été contraint de participer au crime pour la même raison que Jimmy Lee Brooks Jr. Michael Carouf avait payé la caution de James Gary et ils avaient fait connaissance. James Gary se sentait contraint de participer au crime parce qu'il devait de l'argent à Michael Carouf, qui avait payé sa caution. Ce soir-là, Michael Carouf est venu chercher les deux autres en voiture. Et il a emmené Gary et Brooks au domicile des Ratliff. Michael Carouf dépose Brooks et Gary près du domicile. Brooks raconte aux enquêteurs que Carouf leur a indiqué précisément ce qu'ils devaient faire au couple. Il force la porte arrière des Ratliff à coups de pied. Monsieur Ratliff se lève et se retrouve face à Jimmy Lee Brooks et Gary. Il le plaque au sol. Une fois entré dans la maison, il demande où est l'argent. Thurman répond qu'il n'a rien. Il tente de les dissuader et il reçoit une balle dans la main. Catherine se met à courir dans le couloir pour échapper aux agresseurs. Elle est poursuivie par Jimmy Lee Brooks. Elle est terrifiée, elle sait qu'on a tiré sur son mari. Brooks entre dans la chambre, elle tente d'attraper un revolver pour se défendre. Il se bat avec elle pour l'empêcher d'attraper l'arme. Et plus elle se débat, plus il s'énerve contre elle. Il continue de lui demander où est l'argent. Elle se met alors à genoux et le supplie de l'épargner. C'est à ce moment-là qu'il la tue. Selon Gary, lorsque Brooks revient dans le salon, il lui ordonne d'abattre Thurman. Gary tire. Monsieur Ratliff est touché au bas du dos. James Gary affirme qu'à ce moment-là, Jimmy Lee Brooks lui prend son arme et abat Thurman Ratliff. Normalement, dans un cambriolage, on cherche de l'argent. Mais dans cette affaire, ce n'est qu'après avoir tué Thurman et Catherine qu'ils ont commencé à chercher l'argent. On a deux versions à propos de la somme dérobée. L'un des prévenus parle d'environ 25 000 $. James Gary, lui, parle de 30 000 $. L'argent a été trouvé dans un conduit d'aération situé dans l'entrée du domicile. Pendant que Brooks et Gary sont chez les Ratliff, en train de tuer deux innocents, Michael Carouf lave sa voiture. Ils avaient des petites radios portatives dont ils se servaient pour communiquer. Ils contactent alors Michael Carouf. Il vient les chercher, il retourne dans le comté de Russell et dissimule l'argent.
Le commissaire Jackson confronte Michael Carruth aux accusations de James Gary. Michael Carruth se croyait plus malin que le système. Il pensait en savoir plus que quiconque. Pour lui, il était impossible qu'il soit reconnu coupable de ces crimes. Il maintenait qu'il n'avait tué personne. Le 16 avril 2002, dans le cadre de l'affaire Boyer, un jury local inculpe Michael Carruth pour 4 chefs d'accusation. Crime capital, tentative de meurtre, enlèvement et vol. Il continue de nier la tentative de meurtre sur Butch Boyer. On n'avait aucun aveu de sa part. On savait qu'il allait devoir prouver au jury de manière irréfutable que Michael Carruth était bel et bien l'instigateur de ce crime. C'est lui qui tirait les ficelles. C'est lui qui avait la liste. Mais sans preuve formelle le liant au crime, et pas seulement aux scènes de crime, il risquait de s'en sortir. Michael Carruth et Jimmy Lee Brooks Jr. sont mis en examen pour l'enlèvement de Butch Boyer et le meurtre de son fils de 12 ans. Mais Carruth nie toute implication dans l'affaire. La police a besoin de preuves pour le faire condamner. Quand on a arrêté Michael Carruth, on a remarqué ce qui ressemblait à du sang sur ses chaussures et son pantalon. Le premier échantillon prélevé sur le jean correspondait génétiquement au sang de Butch Boyer. Le second était un mélange du sang de Michael Carruth et de celui de Butch Boyer. Ces analyses génétiques ont joué un rôle déterminant dans l'affaire. Inculpé de crime capital, tentative de meurtre, enlèvement et vol, Carruth est jugé dans le comté de Russell en septembre 2003. Butch venait tous les jours. Il a assisté à tout le procès. Je peux vous assurer que Michael Carruth était consterné de savoir que malgré ce qu'il lui avait fait subir, Butch était encore en vie et qu'il allait assister au procès, témoigner et désigner son agresseur. Je ne pense pas qu'il regrettait de lui avoir tranché la gorge et d'avoir tout fait pour le tuer. Brett les a suppliés de ne pas faire de mal à son père. Et ils lui ont tiré dans la tête. L'ont jeté dans un trou, ont mis son père par-dessus et les ont enterrés. C'est d'une cruauté inimaginable. Le 9 octobre, Michael Carruth est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation et condamné à la peine de mort. 4 mois plus tard, le 9 février, Jimmy Lee Brooks Jr. est lui aussi reconnu coupable des 4 chefs d'accusation. Je le regardais. Il avait le regard vide, qu'ont tous les criminels. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, il s'est retourné. Il m'a vu et m'a dit « Tu veux ma photo ?» En général, pendant un procès, on est poli et on se tait. J'ai compris qu'on avait affaire à un individu agressif et dangereux. La délibération des jurés n'a duré qu'une demi-heure. Ils l'ont reconnu coupable et ont demandé la peine de mort. James Gary est jugé dans le comté de Lee en 2005. Carruth et Brooks étant déjà condamnés à mort pour le meurtre de Brett Boyer, il est jugé seul pour les meurtres de Thurman et Catherine Ratliff. Au procès, j'ai été le premier témoin à comparaître. C'était très difficile d'être dans la même salle que cet homme qui avait participé au meurtre de mes parents. C'était très dur, vraiment dur. Le 4 août 2005, James Gary est reconnu coupable de crime capital. Il est condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.
J'étais en colère parce que j'estimais qu'il aurait dû être condamné à mort lui aussi. Il est toujours en vie. Il a cette chance-là. C'étaient des gens comme les autres. Ce n'est pas une histoire de passion, de légitime défense ou de colère. C'est uniquement une histoire d'argent. On peut affirmer sans trop s'avancer que ces individus allaient continuer jusqu'à ce qu'on les arrête. Quand quelque chose d'aussi épouvantable se produit, on ne peut pas vraiment l'expliquer. Si je pouvais leur parler, je n'aurais qu'une chose à leur dire. Vous auriez pu tout prendre. Les meubles, les tapis, les rideaux, tout. Vous n'étiez pas obligé de les tuer. Vous auriez pu les épargner. Vous n'aviez pas à les tuer. Excusez-moi. Mes parents me manquent tellement.